Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. L'assassinat de Malcolm X le 21 février 1965. Réflexion sur le legs de Malcolm X par Isaac Saini. Le 21 février est l'anniversaire de l'assassinat de Malcolm X, un révolutionnaire internationaliste et leader de la lutte de libération des Noirs, qui a façonné et influencé une génération d'activistes noirs et d'autres activistes, artistes, révolutionnaires et intellectuels. Il a eu un impact profond et durable. L'anniversaire de son assassinat est par conséquent l'occasion de se pencher sur son legs. De son vivant, Malcolm X a été constamment vilipendé par les cercles dirigeants. Une fois mort, les mêmes forces ont tenté de le transformer en un symbole bénin, acceptable pour les cercles impérialistes et néolibéraux. Il est maintenant loué par les mêmes pouvoirs qui l'ont jadis condamné. Comme l'écrivait si bien Lénine dans son œuvre maîtresse « L'État et la Révolution », et je cite, « Du vivant des grands révolutionnaires, les classes d'oppresseurs les récompensent par d'incessantes persécutions. Elles accueillent leur doctrine par la fureur la plus sauvage, par la haine la plus farouche, par les campagnes les plus forcenées de mensonges et de calomnies. Après leur mort, on essaie d'en faire des icônes inoffensives, de les canoniser pour ainsi dire, d'entourer leur nom d'une certaine auréole afin de consoler les classes opprimées et de les mystifier. Ce faisant, on vide leur doctrine révolutionnaire de son contenu, on l'avilit et on en émousse le tranchant révolutionnaire. Fin de la citation. Il en est ainsi de Malcolm X. Le discours dominant et omniprésent gèle dans le temps et dans l'espace la politique et la philosophie de Malcolm, réduisant sa pensée aux 12 années qu'il a passées au service de la nation de l'islam quand il a été sous l'autorité de son chef Elijah Muhammad. Bien qu'on reconnaisse qu'il est rompu complètement avec les doctrines théologiques et idéologiques basées sur la race de la nation de l'islam, en particulier la thèse du diable blanc, Malcolm X est néanmoins présenté comme un ultranationaliste noir frustre et sans finesse. En outre, l'importance de son legs est souvent réduite à une odyssée personnelle, un ethos individualiste illustrant ce que quelqu'un peut faire par la seule force de la volonté de transformer sa vie. Dans cette mutilation de la mémoire historique, le développement ultérieur de sa pensée politique et intellectuelle entre 1964 et 1965 est oblitéré. Ses efforts inlassables pour construire une organisation qui va représenter et concrétiser ses nouveaux objectifs politiques sont rejetés du revers de la main. Bref, les développements ultérieurs de sa pensée sur le capitalisme et l'impérialisme sont ignorés, voire effacés. Malcolm X, l'anti-impérialiste et anticapitaliste. Malcolm X a fait partie de la vague des luttes anticoloniales, de libération nationale et anti-impérialiste qui a balayé l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes durant les années 1950 et 1960. Il a remis en question l'exceptionnalisme américain, en plaçant clairement le mouvement de libération afro-américain dans le cadre de la lutte anticoloniale mondiale. En plaçant la lutte de libération noire dans un contexte internationaliste, il a fait de la perspective internationaliste un élément indispensable à l'avancement de la lutte pour la justice aux États-Unis. Le 4 février 1965, dans un discours prononcé devant la jeunesse de Selma en Alabama, il a déclaré « Je prie pour que vous grandissiez intellectuellement, afin que vous puissiez comprendre les problèmes mondiaux et où vous vous situez dans tout cela, dans le contexte mondial. » Fin de la citation. Le 16 février 1965, il est allé plus loin en déclarant que la lutte de libération des Noirs a été une partie de la rébellion contre l'oppression et le colonialisme qui ont caractérisé cette époque. Il a ajouté, je cite, « Il est erroné de caractériser la révolte des Noirs simplement comme un conflit racial entre Noirs et Blancs,
ou comme un problème purement américain. Au contraire, nous assistons aujourd'hui à une rébellion mondiale de l'opprimé contre l'oppresseur, de l'exploité contre l'exploiteur. Fin de la citation. La répudiation par Malcolm de l'analyse basée uniquement sur les races est claire dans une entrevue accordée à la télévision en janvier 1965 où il a déclaré, et je cite, « Je crois qu'il y aura finalement un affrontement entre les opprimés et ceux qui oppriment. Je crois qu'il y aura un affrontement entre ceux qui veulent la liberté, la justice et l'égalité pour tous et ceux qui veulent continuer les systèmes d'exploitation. Je crois que ce sera ce genre de conflit, mais je ne pense pas qu'il sera basé sur la couleur de la peau, comme l'a enseigné Elijah Muhammad. » Fin de la citation. Malcolm a pris une position anti-impérialiste sans compromis, incarnée par sa critique incisive de l'Occident. Les intérêts de l'Occident, a-t-il déclaré, sont inextricablement liés à l'impérialisme, au colonialisme, à l'exploitation, au racisme. Il est allé encore plus loin dans sa réflexion nouvelle sur l'anti-impérialisme par une critique acerbe du capitalisme, le système à la base de l'impérialisme occidental. Il a dit, je cite, « Vous ne pouvez pas avoir de capitalisme sans le racisme. Vous ne pouvez pas faire fonctionner le système capitaliste à moins d'être un vautour. Vous devez avoir le sang de quelqu'un d'autre à sucer pour être un capitaliste. » Fin de la citation. Il a conçu l'oppression et l'exploitation raciste des Afro-Américains comme étant profondément liées à l'agression américaine à l'étranger, et cette oppression, cette exploitation et ce bellicisme ont été et sont les produits du système capitaliste. Don't scare Negroes today with no badge or no white skin or no white sheet or no white anything else. The police the same way. They put their club upside your head and then turn around and accuse you of attacking them. Every case of police brutality against a Negro follows the same pattern. They attack you, bust you all upside your mouth, and then take you to court and charge you with assault. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? What kind of social or political system is it when a black man has no voice in court, has nothing on his side other than what the white man chooses to give him? My brothers and sisters, we have to put a stop to this. And it will never be stopped until we stop it ourselves. They attack the victim. And then the criminal who attacked the victim accuses the victim of attacking him. Yes, sir. This is American justice. Yes, sir. That's right. This is American democracy. Yes, and those of you who are familiar with it know that in America, democracy is hypocrisy. Right. Now, if I'm wrong, put me in jail. But if you can't prove that a democracy is not hypocrisy, then don't put your hands on me. La fausse dichotomie. En examinant le développement de la pensée de Malcolm, il convient aussi de s'arrêter sur le supposé fossé entre lui et Martin Luther King, Jr. L'un est dépeint comme l'antithèse de l'autre. Cela est fait dans le but délibéré d'effacer la réalité que les opinions de King ont de plus en plus incarné plusieurs des positions politiques que Malcolm avait préconisées dans les dernières années de sa vie. La compréhension de King de la nature de la société américaine a graduellement rejoint celle proposée par Malcolm X. Dans les années qui ont suivi la marche sur Washington, King a accompagné sa vision éloquente et émouvante de « I have a dream » d'une opposition de plus en plus profonde à la politique étrangère de Washington et du système économique qui engendre l'agression à l'étranger, de même que l'inégalité et la pauvreté aux États-Unis. King s'est fermement opposé à la guerre au Vietnam. Son opposition n'a pas été uniquement une puissante prise de position morale, mais une position qui liait l'agression de Washington à un système qui engendre, maintient et exige de grandes disparités de richesse et de puissance entre un petit nombre de privilégiés
et la vaste majorité privée de ses droits. Il a dit à ce sujet, je cite, « Quand les machines et les ordinateurs, la recherche du profit et les droits de propriété sont considérés comme étant plus importants que les gens, les triplets géants du racisme, du militarisme et de l'exploitation économique exercent leur toute-puissance. » Fin de la citation. King a compris que si le mouvement des droits civils avait remporté des victoires importantes, ces victoires ne pouvaient être permanentes tant et aussi longtemps que les causes structurelles sous-jacentes à l'inégalité, la pauvreté et le racisme ne sont pas fondamentalement corrigées. Bref, le capitalisme doit être radicalement transformé. Dans un discours tenu en 1967 lors de la Southern Christian Leadership Conference, King a présenté cette analyse d'une façon sans équivoque. Et je cite, « Un jour, nous devons nous poser la question, pourquoi y a-t-il 40 millions de pauvres en Amérique? Et quand vous commencez à poser cette question, vous soulevez des questions sur le système économique, au sujet d'une plus large distribution de la richesse. Lorsque vous posez cette question, vous commencez à remettre en question l'économie capitaliste. Et je dis simplement que de plus en plus, nous devons commencer à poser des questions au sujet de la société dans son ensemble. Nous sommes appelés à aider les mendiants à décourager à l'intérieur de la réalité du marché. Il faudra bien un jour en arriver à voir qu'un édifice qui engendre des mendiants doit être restructuré. Cela signifie que des questions doivent être soulevées. Vous voyez, mes amis, lorsque vous traitez de ce problème, vous commencez à poser la question « Qui possède le pétrole? » Vous commencez à poser la question « Qui est propriétaire du minerai de fer? » Vous commencez à poser la question « Pourquoi est-ce que les gens doivent payer des factures pour l'eau dans un monde qui est composé de 2/3 d'eau? » Ce sont des questions qui doivent être posées. Fin de la citation. La pratique et la stratégie politique de King reflètent sa nouvelle appréciation analytique de l'interconnexion entre le racisme, l'oppression, l'inégalité et le capitalisme. Dans la dernière année de sa vie, il a organisé la campagne des pauvres qui visait à bâtir une société plus juste et plus équitable par le biais d'un mouvement uni des travailleurs noirs et blancs, de tous les exploités opprimés aux États-Unis. Si la campagne des pauvres visait une réforme pacifique du système capitaliste, elle a été un défi puissant à l'hégémonie idéologique et idéationnelle du capitalisme, ce qui a valu à King une condamnation totale de la part des cercles dirigeants américains. À la fin de leur vie, King a été assassiné le 4 avril 1968. Malcolm X et Martin Luther King sont devenus des adversaires farouches du capitalisme et de l'impérialisme. Quand ils ont été tués, chacun était en train d'organiser le peuple pour remettre en question le système. L'objectif était la terre promise, la création d'un monde meilleur, un monde fait pour les êtres humains. Si la terre promise n'a pas encore été atteinte, et pour certains n'est pas encore envisagée, la lutte pour un monde meilleur se poursuit. If white immigrants can come to this country 50 years ago with nickels and dimes and no education, and come here and pool their little nickels and dimes and no education, and set up little stores, develop these stores into larger stores, develop this into an industry which creates job opportunities for whites. Since Lincoln was supposed to have freed the black man 100 years ago, and today the black man, according to the government economists, has spending power of $20 billion per year. We feel that with the black man spending $20 billion a year, not setting up any businesses, not creating any industry, not creating any job opportunities for his own kind, he's not in a moral position to point the finger today at the white man and tell the white man that he's discriminating against him for not giving him a job in factories that he himself set up. If the black man has $20 billion, and these so-called Negro leaders are such geniuses that they can integrate white restaurants
and integrate white factories and force themselves into that which the white man has set up, they should use this same ingenuity to show the black people how to pool our wealth and set up something of our own. And then we won't have to force our way into his anymore. One more thing I would like to point out concerning what he said about 125th Street. We don't waste our time on 125th Street, but you can reach more people in the street who want to change than you can in the bourgeoisie society, the bourgeoisie church, and the bourgeoisie circles. Our program is directed toward the man in the street. So we spend our time in the street, and what we do with that man, instead of trying to change the white man in your mind and make you accept us, we change the mind of the black man and make him accept himself. And as soon as he accepts himself, he'll solve his own problem. He won't be trying to force himself into your factory and into your bedroom and into your kitchen. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droit et à but éducatif. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.